Bonjour tout le monde, Manuel Demergue, directeur des études de la Fondation pour le logement. Je vous partage ce petit PowerPoint. Vous, en attendant, vous pouvez retrouver évidemment tous nos contenus hein, gratuitement sur Internet. Je cherche le diaporama. Le rapport Mal Logement qui fait à peu près 350 pages qui est disponible. Vous pouvez vous le faire envoyer gratuitement si vous voulez le lire sur papier. Et puis il y a le replay aussi de notre présentation du 3 février dernier qui est également en ligne. En quelques mots, avant de passer la parole à Edgar sur le chapitre principal sur l'hébergement chez les tiers, quelques éléments en résumé de notre contenu du 31e rapport sur l'état du mal logement. On a essayé d'analyser l'année écoulée à la fois du point de vue de l'évolution du mal logement et des politiques publiques pour lutter contre le mal logement. C'est une année évidemment comme celle d'avant, hein, l'année 2025, compliquée à analyser parce que grande instabilité, plusieurs ministres, Valérie Létard, Vincent Jeanbrun, un projet de loi de finances qui a beaucoup de mal à se faire voter, des décisions qui vont et viennent, donc pas de projet de loi structurant sur le logement. Donc les acteurs naviguent un peu à vue, et donc évidemment, il n'y a pas un fil très cohérent à analyser, mais il y a quand même des logiques qui sont là et qui nous inquiètent. La première logique, évidemment, c'est le mal logement qui perdure, qui s'aggrave à certains égards. Vous connaissez notre tableau sur le mal logement, 4,2 millions de personnes qui sont mal logées, 12 millions qui sont fragilisés par rapport au logement, donc ça fait une crise du logement qui touche quand même une forte minorité de la population. Et on va voir qu'il y a beaucoup d'items hein, qui ont tendance à s'aggraver, les sans domicile, les sans logement personnel, les personnes en précarité énergétique, etc. Évidemment, petit rappel, ça touche pas tout le territoire français, ça touche la géographie du mal logement, elle est dans les métropoles, elle est sur l'arc atlantique, elle est aussi dans les outre-mer. Et nous publions cette semaine un rapport sur le mal logement outre-mer où on montre qu'au-delà des 4 millions de personnes mal logées dans l'Hexagone, il faut en rajouter au moins 700 à 800 000 outre-mer. Donc c'est vraiment une réalité assez massive dans ces territoires dont on parle assez rarement. Si on vient un peu sur les différents items, le plus spectaculaire, c'est la question des personnes sans domicile. Donc sans domicile au sens de l'INSEE, c'est-à-dire qui sont soit à la rue, soit en hébergement d'urgence généraliste ou pour les demandeurs d'asile. Enfin, ça fait 350 000 personnes. Et la hausse, elle est spectaculaire, puisque en 2001, il y a 25 ans, c'était 86 000 personnes. En 2012, 143 000. Et donc maintenant, il y a plus qu'un doublement en quelques années. Donc c'est très inquiétant. Et ça se traduit très concrètement par des appels chaque soir au 115, le numéro d'urgence pour avoir un toit pour la nuit, des appels non pourvus, des demandes non pourvues, entre 6 et 7 000 chaque soir, uniquement pour les personnes qui appellent et qui arrivent à avoir quelqu'un au bout du fil. Donc on estime que les personnes qui sont réellement à la rue, sous des tentes, dans une voiture, dans un camion chaque soir, c'est plutôt autour de 30 à 40 000 personnes. Et le reste des 350 000 personnes sans domicile sont dans des hébergements d'urgence, de réinsertion, donc qui ne sont pas dans des logements et qui donc sont dans des conditions de précarité, évidemment peut-être moins dures que la rue, mais qui sont tout de même très difficiles. Et donc, pour donner un exemple concret, ça c'est le 115 du 93 de la Seine-Saint-Denis, pour un soir donné en novembre dernier, 559 personnes qui appellent le 115, 559 qui restent sans réponse et donc aucune mise à l'abri, y compris des hommes seuls, des femmes seules, des couples, des enfants, des mineurs de moins de 3 ans. Et ça, c'est tous les soirs dans la plupart des départements de France. Évidemment, dans Seine-Saint-Denis ou à Paris, c'est accentué parce que c'est là que la pression est la plus forte. D'autres items qui montrent une aggravation, la précarité énergétique. Ça, c'est beaucoup le résultat d'un parc de logements qui n'est pas adapté en France et puis surtout d'une montée des prix, hein. On voit là, la courbe, elle est exponentielle. Montée des prix de l'énergie, précarisation de la population. Et donc, au final, on voit un doublement hein, de la précarité énergétique en quelques années, depuis le début de la décennie 2020. On est passé de 15 à 35 des Français qui disent avoir eu froid, et ça augmente chaque année. Donc 2025, c'est un record historique. On peut espérer peut-être un tassement des prix de l'énergie et peut-être un sentiment de froid qui va peut-être un peu régresser, mais enfin, c'est pas ce que nous montrent les dernières années. Et puis aussi, autre indicateur qui le montre très clairement, doublement également, hein, c'est le même ordre de grandeur, des interventions pour impayés d'énergie. Donc quand vous avez des impayés d'énergie, gaz ou électricité, et votre fournisseur vient vous couper ou vous réduire la puissance d'électricité. Et donc ça, c'est des centaines de milliers de personnes en France qui sont touchées par cette réalité. Euh, autre, autre courbe très inquiétante, hein, c'est les expulsions locatives, les personnes qui perdent leur logement
essentiellement suite à des impayés de loyer. Et là, on voit aussi que la courbe, elle est exponentielle, avec 25 000 expulsions avec le concours de la force publique en 2024, sachant qu'il y en a souvent 2 à 3 fois plus qui sont expulsés en justice par le juge et qui partent d'eux-mêmes sans attendre que la police et les huissiers viennent les mettre dehors. Et donc, on voit une augmentation là aussi très, très importante qui montre une montée des loyers, de la précarité et une baisse aussi des aides publiques pour aider les personnes à payer leur loyer. Et donc, j'ai mis la courbe en parallèle de la pauvreté, du nombre de personnes en situation de pauvreté. On frôle les 10 millions de personnes. Là aussi, on voit une augmentation assez importante ces dernières années. Et là aussi, si on ajoute des personnes qui ne sont pas comptées dans l'INSEE, mais qui sont dans les territoires d'outre-mer ou en dehors des logements ordinaires, il faut ajouter 2 millions de personnes pauvres. Et donc, ce n'est pas 10 millions de pauvres en France, mais 12 millions qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc, évidemment, ça a des répercussions sur la question du logement. Autre indicateur qui ne trompe pas, les personnes, les ménages qui attendent un logement social. On voit là aussi la courbe, elle est vraiment très impressionnante. En début du premier quinquennat Macron, il y avait 2 millions de ménages qui attendaient, donc à peu près 4 millions de personnes. Aujourd'hui, on est quasiment à 3 millions de ménages en attente de logement social. Donc là, voilà, c'est des choses qui sont impossibles à nier. On n'est pas sur l'épaisseur du trait, on n'est pas sur un effet statistique, on est vraiment sur une explosion de la demande de logement et qui reflète une forme de mal logement. Et donc ça, s'il fallait mettre un ordre de grandeur sur les besoins en logement, on a heureusement maintenant des études assez récentes qui montrent que simplement pour accueillir les nouveaux ménages qui se créent chaque année, il faudrait 200 000 logements par an, neufs, supplémentaires, et il faut y ajouter 150 000 logements supplémentaires par an pour combler le déficit de logements. On estime qu'il manque en France aujourd'hui 1,5 million de logements. Et donc, si en 10 ans, on souhaite résorber un peu ce déficit, ça fait 150 000 par an, en plus des logements à construire pour les nouveaux ménages, plus le flux habituel de résidences secondaires, de logements vacants et de remplacement des logements hors d'usage. On a besoin à peu près de 400 000 logements supplémentaires par an. Donc, on voit qu'en fait, on n'y est pas du tout. C'est aussi une autre facette de la crise du logement et de la crise de l'immobilier ces dernières années sur une baisse de la production de logements neufs, hein, de mise en chantier, qui s'établit en dessous des 300 000 logements, alors que je l'ai dit, on aurait besoin de 400 000 pendant une décennie. Donc ça veut dire que pendant ce temps-là, on ne résorbe pas la pénurie et qu'à certains endroits, là où la tension est forte, hein, la pénurie même se creuse. Donc des choses plutôt inquiétantes. Ça, c'est en lien évidemment avec la hausse des prix de l'énergie, la guerre en Ukraine et la hausse des taux d'intérêt, qui évidemment ralentit le secteur, ralentit la mobilité, l'accession à la propriété pour les ménages. Enfin, on voit qu'on a un modèle aujourd'hui de production de logements qui n'est pas adapté en quantité et en qualité au logement dont on aurait besoin. Et ce que nous suivons avec le plus d'intérêt aussi au-delà des logements mis en chantier, c'est les logements sociaux. Parce que je l'ai dit, hein, la demande en logement, elle se porte beaucoup sur les logements sociaux. Et là, pareil, on a une inquiétude très forte parce que en début du premier quinquennat Macron, encore une fois, on était au-dessus des 120 000 logements sociaux agréés chaque année, financés chaque année. Et on voit que ça fait plusieurs années qu'on est en dessous des 100 000. Donc, apparemment, en 2025, les derniers chiffres montrent qu'on serait quand même peut-être au-dessus, juste au-dessus de la barre des 100 000, avec une prédominance très forte des logements les moins sociaux, ce qu'on appelle les PLS. Donc, c'est pas une très bonne nouvelle non plus, mais enfin, le secteur du HLM a connu un petit rebond. Donc, on espère que ça va se poursuivre. Mais enfin, vu les décisions politiques qui sont prises, c'est vraiment pas sûr parce que le logement social a été le grand oublié, le grand sacrifié depuis le premier quinquennat Macron, avec des coupes très importantes, notamment ce qu'on appelle la RLS, une ponction de plus d'1 milliard d'euros chaque année sur le secteur, qui a vu aussi la TVA augmenter, ce qui est complètement absurde vu la vocation sociale de ces logements. Donc, grande inquiétude de ce point de vue-là. En quelques mots sur la politique du logement, je l'ai dit elle était pas très favorable au logement social, elle est pas très lisible non plus. Il y a beaucoup de points qui nous inquiètent, à vrai dire. Le premier, c'est la question de l'encadrement des loyers, où là, il y a une forme d'urgence pour l'année 2026. Pourquoi? Parce que cette avancée, hein, qui est mise en place dans 69 communes en France est concrètement menacée puisque ça a été voté sous forme d'expérimentation et l'encadrement des loyers vient à son terme officiellement en novembre 2026. Pour le prolonger, il faudrait une nouvelle loi et cette nouvelle loi, le gouvernement tergiverse, ne sait pas s'il en veut. Donc, il y a un premier texte de loi qui a été adopté
à l'Assemblée, mais qui doit encore passer deux fois au Sénat, une fois à l'Assemblée. Donc, c'est pas du tout sûr que d'ici à novembre, ce soit mis en place s'il n'y a pas une vraie volonté politique du gouvernement. Et donc, il y a une chance qu'en novembre, tout s'arrête dans les villes, alors que c'est un acquis social qui permet de baisser de 140 euros en moyenne à Paris le loyer des logements des logements privés et qui est un dispositif plébiscité par les Français. 87% des Français sont favorables. Également, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est que sur la précarité énergétique, je l'ai dit, ça augmente beaucoup. Il y a eu des avancées dans les politiques publiques de rénovation des passoires énergétiques. Ça fait partie des rares avancées des dernières années. Sauf que 2025 a été catastrophique de ce point de vue-là, sur l'aide assez connue maintenant de MaPrimeRénov', qui est une aide à la rénovation pour les ménages, notamment les ménages modestes, qui a vu son barème en fait divisé par deux. Auparavant, on pouvait avoir quasiment 63 000 euros de subventions pour un ménage très modeste pour rénover sa passoire énergétique. Et les barèmes ont été divisés par deux en cours d'année, avec en plus des signaux totalement catastrophiques de stop and go permanent, où on change les signaux, les barèmes en permanence, et même le guichet de MaPrimeRénov' a été fermé pendant tout l'été. Il est encore fermé aujourd'hui, soi-disant parce que le projet de loi de finances n'avait pas été encore adopté. Donc ça envoie un signal au secteur et aux ménages qui ont besoin de faire ces rénovations, qui est totalement catastrophique. Il y a encore 4 millions de logements en résidence principale qui sont des passoires. Donc on a besoin aujourd'hui d'une politique volontariste. On a aussi besoin d'une adaptation des logements au changement climatique, aux canicules. On a déposé une proposition de loi très consensuelle avec la Fondation pour le logement cet été à l'Assemblée, mais le gouvernement ne la met pas à l'ordre du jour, ne dit même pas s'il la soutient ou pas. Et donc là, on voit que c'est un problème qui est amené à s'aggraver à cause du réchauffement climatique. Donc on a l'impression que le gouvernement n'a pas pris ça à bras le corps. De même, dans les inquiétudes qu'on a, je l'ai montré, hein, les expulsions locatives sont en pleine explosion. Il y avait un plan de prévention des expulsions locatives préparé par la ministre Valérie Létard. Et quand elle est partie, le nouveau ministre l'a mis à la poubelle, simplement. Pas la ministre, le plan de prévention. Vincent Jeanbrun, désormais, en fait, ses seules déclarations, c'est pas pour limiter les expulsions, mais pour augmenter le nombre, les accélérer et viser notamment les ménages en impayés, les ménages dont un des membres commet des incivilités. Et on voit qu'il y a une forme de tendance au logement, à l'accès au logement et au maintien dans le logement social au mérite pour les bons citoyens, avec l'idée que ceux qui créent des incivilités doivent être expulsés, perdent leur droit au logement, alors que le droit au logement n'est pas un droit au mérite, mais un droit qui est attaché à tout ménage en France. Donc c'est très inquiétant parce qu'en plus, si on doit expulser tous les ménages dont un membre a commis un délit, évidemment, ou une incivilité, ça peut aboutir à augmenter très fortement les expulsions locatives. Autre inquiétude dans le PLF, on pensait un moment l'avoir évité, mais il va bien entrer en vigueur, la suppression des APL, des aides au logement, pour les étudiants étrangers non européens, non boursiers, à peu près 100 000 d'entre eux qui perdraient leurs APL pour des mesures d'économie qui sont en fait une mesure qui ressemble fortement à une forme de préférence nationale. Donc au-delà des conséquences dramatiques pour les ménages étudiants étrangers qui sont les plus précaires, un signal très fort et une porte ouverte à la préférence nationale dans les prestations sociales avant même l'arrivée au pouvoir éventuel du Rassemblement national. Donc, on se mobilise. C'est pas encore entré en vigueur parce qu'on attend, il faut un décret. On espère que ce sera refusé et que ce sera même peut-être censuré par le Conseil constitutionnel. Mais en attendant, énorme inquiétude. Inquiétude aussi parce qu'il y a des attaques sur les pauvres, hein, très fréquemment. On a vu la réforme du RSA pour sucrer le RSA pour les ménages qui ne feraient pas 15 à 20 heures d'activité par semaine, qui ne se présentent pas au rendez-vous, etc. Ça peut faire des dégâts avec une vision de la pauvreté, du chômage volontaire de la part des personnes au chômage qui est vraiment très délétère. On l'a vu dans d'autres pays, ça n'apporte rien de bon. Une réforme peut-être des minima sociaux avec l'allocation sociale unique qui devrait arriver dans quelques mois en réforme au Parlement, avec le risque, là encore, hein, d'unifier différentes prestations sociales, de les plafonner, c'est le projet de Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, et peut-être du gouvernement, on verra bien, et en tout cas de les conditionner à une activité, à une reprise d'emploi, etc., qui peut avoir des effets très pervers pour les personnes qui en ont absolument besoin et qui ne trouvent pas d'emploi. Et puis pour finir, peut-être, l'année s'est terminée avec des annonces quand même du gouvernement, ça faisait longtemps sur le logement, mais qui sont uniquement ciblées sur le logement privé, la relance du logement privé locatif, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein. On a vu qu'il y avait des besoins, avec des cadeaux fiscaux très importants qui sont prévus. C'est ce qu'on appelle le Jeanbrun, du nom du ministre, hein. Une aide fiscale très importante, mais sans ciblage géographique, avec des loyers
qui sont quasiment au niveau du marché. Donc, ça peut peut-être relancer la promotion immobilière et c'est pas si mal, mais à quel prix? Parfois pour des niveaux d'aide publique supérieurs à ce qu'on donne à des logements, à certains logements sociaux. Donc, c'est très inquiétant, mais aucun geste en revanche sur le logement social dont on a le plus besoin. Et donc ça, c'est évidemment quelque chose qui nous inquiète. Et puis, pour finir, les dernières annonces ou actes du ministre du Logement sont inquiétants. Pour la première fois en 31 ans, il n'a pas voulu venir à la présentation du rapport Mal Logement. Je ne sais pas de quoi il avait peur, mais enfin, c'est quand même là aussi un signal très inquiétant. À la place, il est allé soutenir des amis à lui qui sont maires en Île-de-France de communes en retard sur la loi SRU, à Houille et à Saint-Maur, les présentant comme des bons élèves, alors que pour Saint-Maur, il s'agit des pires élèves de la loi SRU depuis 25 ans, qui font tout ce qu'ils peuvent pour éviter le logement social. Donc là aussi, on se demande un peu à quoi ils jouent, avec une proposition de loi qui a été votée au Sénat pour l'instant avec le soutien du ministre, la PPL Choc, qui vise à détricoter la loi SRU, celle qui impose 20 à 25% de logements sociaux dans toutes les communes tendues, pour y intégrer des logements intermédiaires qui ne sont pas des logements sociaux, pour réduire les sanctions sur les maires qui ne veulent pas faire de logement social. Donc tout ça mis bout à bout fait quand même une politique qui est très peu sociale sur le logement et très axée sur le privé et sur les expulsions locatives. Donc voilà, grande inquiétude au moment où la crise du logement s'aggrave. Et un des aspects de cette crise du logement, c'est Edgar Obis qui va nous la présenter, qui est chargé d'études à la Fondation pour le logement, c'est l'absence de logement personnel de personnes qui ne sont pas sans domicile, mais qui sont hébergées de manière contrainte chez un tiers. Edgar, c'est à toi. Ok, merci Manuel, parfait. Donc oui, moi ma mission c'est de vous présenter le chapitre thématique de cette année 2026 qui porte sur l'hébergement chez un tiers. Et, et donc on a décidé de choisir ce thème donc pour différentes raisons. D'abord, quand on regardait dans les différents chapitres thématiques des années précédentes, que ce soit lié au genre, à la question du handicap, on s'était rendu compte que la question de l'hébergement chez les tiers était structurante des différentes thématiques et transversales. C'était que les femmes pouvaient être pouvaient être majoritairement hébergées chez un tiers. Les personnes en situation de handicap pouvaient être assignées à résidence du fait de la crise du logement, donc hébergées chez un tiers. Et donc, lorsqu'on regardait tout ça ensemble, on s'est dit, bon, ben, il y a un sujet à creuser sur cette thématique-là. Ensuite, on s'est également intéressé à cette question-là parce que on avait trouvé qu'il y avait un désintérêt et une méconnaissance des politiques publiques de ce sujet. Voilà, alors que pourtant, sur les 1,1 million de personnes qui vivent sans logement personnel, les deux tiers, plus de 600 000 personnes, j'y reviendrai après, vivent de manière contrainte chez un tiers, soit deux fois plus environ que le nombre de personnes sans domicile fixe. Alors que donc c'est le gros contingent des sans logement personnel, et pourtant on ne connaît pas vraiment les, les conditions de vie, on ne sait pas vraiment qui sont ces personnes, et donc on voulait mettre en lumière ce phénomène. Et enfin, une troisième raison, c'était que lorsqu'il y avait des démolitions liées à l'ANRU, donc voilà, souvent, dans le parc social, il y avait des personnes qui étaient hébergées chez un tiers. Et donc on s'est dit, on ne connaît pas non plus ces personnes-là, donc on va essayer de creuser pour comprendre. Voilà. Et on s'est rendu compte, donc en creusant un petit peu et au cours de l'écriture de ce chapitre, que c'était un terme qui regroupait une diversité de profils et de situations. Par exemple, sous ce terme, on a des personnes qui sortent d'institutions, que ce soit l'aide sociale à l'enfance à 18 ans, des sortants de prison, qui, faute de logement, ne peuvent pas obtenir un logement autonome et donc doivent vivre de manière contrainte chez un tiers, que ce soit un membre de la famille, un ami, une personne d'un pays d'origine donc c'est ou une connaissance, c'est assez compliqué dans ces cas-là. Ça peut être chez l'employeur, un hébergement contraint chez l'employeur. Ça peut être également une cohabitation à la suite d'une rupture conjugale, c'est-à-dire que on se sépare de son conjoint ou de sa conjointe, on vivait ensemble et alors qu'on n'arrive pas à décohabiter, on est obligé de continuer de cohabiter ensemble pendant un certain temps. Ça peut être un mois, 2 mois, 6 mois, voire plus, si jamais la crise du logement est trop importante pour soi-même. Et enfin, il y avait la situation des primo-arrivants, donc ces personnes qui arrivent dans un pays et qui par le fait de ne pas être régularisés, par le manque de ressources, ne peuvent pas accéder à un logement autonome et ils doivent donc être hébergés de manière contrainte. Voilà. Voilà. Et donc, on s'est intéressé également à la quantification. Combien de personnes vivent de manière contrainte chez un tiers? Et on s'est rendu compte que c'était un phénomène qui était difficile à quantifier, mais qui avait tendance à augmenter depuis un certain temps. Donc, difficile à quantifier parce que plusieurs sources statistiques de données nous ont montré que, par exemple, si on se base sur l'enquête nationale logement
et qu'on a la définition de la contrainte, donc ce sont ces personnes qui souhaitent décohabiter mais qui ne peuvent pas faute de ressources ou de logement autonome, on est à plus de 600 000 personnes, 643 000 personnes exactement. Donc ça, c'est selon l'enquête nationale logement de 2013. Si on prend un autre périmètre et qu'on regarde au niveau de l'enquête nationale logement de 2020, on est un peu moins de 600 000 personnes, 590 000, qui vivent, on ne sait pas s'il y a la contrainte ou non, mais qui vivent soit chez un membre de la famille, chez des amis ou une connaissance, hors parents. Là, on est à 590 000 personnes. Et si on regarde dans le détail, c'est plus 15% entre 2013 et 2020 pour ces personnes-là, pour ces 590 000 personnes. On était à environ entre 530 000 et 540 000 en 2013. Et si on regarde qui sont ces personnes qui sont hébergées, on se rend compte qu'il y a une surreprésentation des jeunes, des 18-26, 31% contre 13% dans la population générale, et les plus de 60 ans, 38% contre 33% dans la population générale. Donc, ça nous dit justement que ça peut être lié à des personnes jeunes ou des personnes plus âgées. Enfin, les femmes, qui sont également 55% à être hébergées parmi ces 590 000 personnes, parmi ces 590 000 personnes, alors qu'elles ne sont que 52% de population générale. Donc, il y a une surreprésentation des plus jeunes, des plus âgés et des femmes. Enfin, si on regarde au niveau de où sont les personnes hébergées, elles le sont majoritairement dans un logement qui est surpeuplé. Donc, plus de 30% des personnes déclarent vivre soit dans un logement en surpeuplement modéré, pardon, ou en surpeuplement accentué, contre seulement 9% de la population générale. Voilà. Ensuite, si on regarde au niveau de la demande de logement social, on a également une autre source de statistiques qui montre que près d'un sixième des demandeurs des logements sociaux en 2024 étaient des personnes qui étaient hébergées chez un tiers. Enfin, si il y a une étude du SAMU social de Paris qui est sortie début février également, qui s'appelle l'enquête Heptière, qui a fait un zoom sur l'île de France et qui montrait que parmi les 17 000 personnes qui vivaient en accueil de jour et qui ont été rencontrées dans le cadre de l'étude, la moitié, environ 8 500 personnes, avaient été hébergées chez un tiers au cours des 24 derniers mois, au cours des 12 derniers mois, pardon. Donc ça montre bien l'ampleur du phénomène et cette forme de massification de mal logement. Voilà. Et on est sur une augmentation. Donc c'est un phénomène qui est difficile à augmenter, mais qui tend à augmenter, notamment sous plusieurs effets et sous plusieurs processus, avec l'augmentation des séparations conjugales, pardon. Également, il y a la baisse du pouvoir d'achat, qui se lie à la question de l'augmentation de la pauvreté. Manuel a présenté juste avant, mais on était à 9,8 millions de personnes en 2023, une augmentation de plus de 600 000 personnes entre 2022 et 2023. Également, il y a l'augmentation du chômage, qui peut expliquer une augmentation du recours à l'hébergement chez les tiers. Au quatrième trimestre 2025, il y avait le plus haut taux depuis 2021, soit 7,9% de la population active. Et enfin, un autre phénomène qui peut expliquer ce recours, c'est la baisse de la régularisation. On a été à moins 10% en 2025, sous deux effets, notamment la loi immigration de décembre 2023, plus une circulaire Retailleau de janvier 2025 qui est venue renforcer les difficultés pour accéder à la régularisation. Voilà. Et donc toutefois, ce qu'on s'était dit dans ce chapitre, c'était que pour clarifier la contrainte et pour essayer de définir vraiment ce qu'est le recours à l'hébergement chez un tiers de manière contrainte, on a proposé des critères précis. On a proposé un gradient de gravité. Manuel, si tu peux passer la slide, s'il te plaît. Merci. On a proposé un gradient de gravité avec 5 dimensions, notamment le lien entre l'hébergeur et l'hébergé, la durée de l'hébergement chez les tiers, la contrainte, est-ce qu'il est possible ou non de décohabiter, le prix à payer, que ce soit de manière économique ou de manière domestique, je reviendrai par ailleurs dessus. Et sur la qualité du logement. Vivre dans un logement surpeuplé n'est pas la même chose que de vivre que d'avoir sa propre chambre. Voilà. Euh, Manuel, la slide, c'est possible. Merci. Et donc, dans un deuxième temps, dans le chapitre, on s'est intéressé à la façon à ce que veut dire vivre chez quelqu'un d'autre. On a intitulé cette partie Vivre chez quelqu'un d'autre entre dépendance, entraide, exploitation. Et on s'est dit d'abord que la solidarité privée ne devait jamais remplacer la solidarité publique, parce que se passe-t-il lorsque nous n'avons pas les capitaux sociaux nécessaires pour accéder justement à cette solidarité privée? Donc c'est un recours nécessaire, mais qui est inégalitaire pour bon nombre de personnes et qui ne peuvent pas y accéder parce qu'ils n'ont pas forcément d'amis, des membres de la famille ne sont plus présents, etc., etc.
Surtout, ce qui nous a intéressé dans ce chapitre, et le cœur du chapitre, c'était s'intéresser aux conditions de vie. Que sont ces conditions de vie? Donc pour nous, elles avaient deux visages. D'abord, lorsque les conditions de notre gradient de gravité étaient réunies, comme un hébergement plutôt court ou qui se passe dans de bonnes conditions, avec un prix qui est plutôt ou un prix économique où on n'a pas forcément besoin de donner de l'argent et c'est plutôt ça permet de d'être un tremplin, ça peut être intéressant. Par exemple, on prend dans le chapitre l'exemple d'une personne de 21 ans qui est hébergée à Marmande par son ancienne famille d'accueil. Puis un exemple de Fabrice, 40 ans, qui a réussi à sortir de l'alcool grâce à une tante qui lui a offert un toit. Après qu'il ait perdu, qu'il ait divorcé avec sa femme, qu'il ait perdu son emploi et la garde de ses enfants. Donc dans ce cadre-là, l'hébergement chez un tiers était plutôt réalisé comme de manière sympathique et était un tremplin pour avancer dans la vie. Mais la plupart du temps, ce qu'on s'est quand même rendu compte, c'est que l'hébergement chez les tiers, ça renvoie à des conditions de vie qui sont dégradées, voire très dégradées. Au quotidien, l'hébergement chez les tiers, ça visibilise les effets les plus concrets de la précarité résidentielle, comme partager un lit, attendre la nuit pour déplier un matelas, ranger sa vie dans des sacs prêts à être déplacés, ou alors ne pas avoir de clé, avoir l'interdiction d'inviter du monde, et surtout ne pas pouvoir étudier correctement pour les étudiants et étudiantes qui peuvent être hébergés. Également, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les personnes hébergées déclaraient, lorsqu'on s'est entretenu avec elles, elles faisaient preuve d'une hyperadaptation constante. Elles avaient toujours peur de déranger. On a essayé de lier ça à la question de l'intimité. Par exemple, on a pris l'exemple de Florence Bouillon qui, dans le squat, problème social ou lieu d'émancipation, définit l'intimité comme étant la possibilité de disposer d'un espace que l'on peut s'approprier, un espace de repos, de recueillement, de l'imaginaire où c'est d'une certaine manière le jeu social. Et nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'intimité, dans ce cadre-là, selon cette définition, devient en fait inaccessible à la plupart des hébergés par surpeuplement, par des conditions de vie, par le fait de toujours devoir s'adapter et être toujours développer des troubles d'anxiété, etc., etc. Et pour vous citer un exemple, un verbatim qui résume à peu près la situation des conditions de vie, c'est Adrien, 22 ans, à Nancy, qui en 2025 était hébergé dans un foyer de jeunes travailleurs après 6 mois passés chez un ami d'enfance. Il déclare: Je devais tout adapter. Je pouvais même plus vivre. Je devais me réveiller en même temps que lui. Un craquement de chaise, un clic de souris, c'était trop. Je ne pouvais pas faire un bruit quand il dormait. Même marcher, c'était de trop. Donc ça, c'est sur les conditions de vie. Ensuite, il y a les contreparties, qui parfois peuvent apparaître dans le pire des cas. L'hébergement chez tiers également, on s'est rendu compte qu'il était rarement entièrement gratuit. Souvent, il y avait une contrepartie qui était demandée qui était financière, donc une demande d'argent, un prix à payer pour être hébergé, demandé par l'hébergeur, ou alors des contreparties domestiques qui étaient souvent liées à la question du genre, où c'était la garde des enfants, faire le ménage, faire à manger. Beaucoup de situations étaient liées à ces contreparties-là, financières et domestiques. Selon l'enquête du SAMU social, l'enquête hebtière, c'était 70% des cas. Enfin, parfois, les contreparties, on s'est également rendu compte qu'elles étaient d'ordre sexuel, toujours selon l'enquête du SAMU social de Paris. 13% des personnes qui avaient été hébergées chez un tiers déclaraient avoir subi du harcèlement sexuel et 8% des violences sexuelles au cours d'un hébergement chez un tiers. Ensuite, on s'est intéressé à la question de la fin de l'hébergement chez les tiers et on s'est demandé si c'était une expulsion comme une autre. Concrètement, ça se passe comment, la fin d'une expulsion, la fin d'un hébergement chez les tiers? Soit c'est de l'auto-expulsion. On a le cas d'Arnaud, 33 ans, à Concarneau, qui s'est lui-même expulsé parce qu'il ne se sentait pas bien du tout et qu'il a préféré aller dormir dans sa voiture. Ou alors Clément, 24 ans, où son hébergeur lui a dit soit tu payes, soit tu pars. Et alors il a décidé de partir. Parfois, dans certains cas, il y a plus de violence. C'est le cas d'Adrien, qui est un ex de l'aide sociale à l'enfance à Nancy, qui a 22 ans et qui dit: On s'est pris la tête, et du jour au lendemain, il a dégagé toutes mes affaires quand j'étais aux toilettes. Je n'ai jamais compris ce qui s'était passé. Autre exemple, Clément, 24 ans, toujours à Nancy. Elle m'a mis dehors parce que je n'avais plus de drogue à lui fournir. Dans ce cas-là, l'hébergement chez les tiers a été rompu avec plus de violence. Enfin, ce qu'on a souhaité montrer, c'est que quelles sont les conséquences de l'hébergement chez les tiers pour les individus, que ce soit de court terme ou de long terme? Ce sont des conséquences qui sont d'ordre social, psychologique, biographique. Et on a fait un focus sur les enfants. On s'est rendu compte que le rapport à l'école, le fait de devoir s'adapter en permanence, donc les enfants ont déclaré des troubles d'anxiété, un sentiment de honte notamment,
Et on cite Aviva, 6 ans, qui est hébergé chez un tiers dans l'Isère et qui dit: On est souvent fatigué, on est 10 dans la maison. Des fois, c'est compliqué pour dormir parce que c'est trop petit ou bruyant. Enfin, Rosa, 10 ans, qui déclare: On dort tous dans le même lit, c'est trop petit, on ne peut pas bouger. Je faisais que pleurer parce que je ne comprenais pas pourquoi on perdait tout. Je suis toujours obligé de changer d'école, je ne connais jamais personne. Enfin, quand le gradient de précarité atteint le curseur maximum, les personnes hébergées, donc hors enfants, que ce soit, enfin, je veux dire que ce soit les enfants ou les parents, sont exposés à des risques psychologiques comme des troubles d'anxiété, des troubles du sommeil, un sentiment de honte ou de dévalorisation. Pour conclure, on a souhaité montrer que il y avait des solutions. Donc on s'est interrogé sur comment prendre en charge l'hébergement chez les tiers. Deux voies, selon la Fondation pour le logement. D'abord, améliorer à court terme la vie des hébergés, leur apporter de l'aide, les accompagner. Ça, ce qui veut dire traiter les symptômes. D'abord, en favorisant et en renforçant la domiciliation. Sans ça, il y a une difficulté d'accès aux droits et c'est obligatoire pour accéder à un logement social, pour accéder aux aides sociales, etc. Ensuite, renforcer l'hébergement solidaire citoyen, comme peuvent le faire, comme notamment pour les personnes primo-arrivantes, sous la tutelle de Utopia 56, notamment des structures qui peuvent gérer, qui peuvent mettre en relation des hébergeurs et des hébergés. Enfin, il y a la tolérance envers les personnes qui sont hébergées en foyer par des proches, notamment avec il y a quelques années, on avait publié une étude où on s'était intéressé à la question des expulsions en résidence sociale et il y avait une personne qui déclarait qu'il avait été expulsé de son logement social, notamment parce qu'il avait hébergé sa mère. Et donc le Crous avait refusé qu'il puisse continuer de vivre dans cette situation-là. Dernière chose, on souhaite qu'il y ait une obligation des relogements en rue pour les personnes hébergées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a une démolition en rue, seules les personnes hébergées qui ont un lien de famille direct avec la personne du logement social a l'obligation d'être relogées. Nous, ce qu'on prône, c'est que il y ait cette obligation qui soit pour toutes les personnes qui soient dans le logement et peu importe son lien de famille, de famille, qu'il soit direct ou non. Enfin, c'est bien beau d'utiliser la voie à court terme pour apporter de l'aide et accompagner les personnes hébergées, mais il faut agir sur le symptôme et surtout tarir la cause, avec la massification de ce mal logement qui appelle des réponses plus structurelles. La pénurie de logements accessibles, la baisse de la construction de logements sociaux, la hausse des prix dans l'immobilier, ou alors tout simplement la hausse des fragilités individuelles dont Manuel a parlé tout à l'heure et ce que je vous ai un petit peu présenté également, font tout ça que l'hébergement chez les tiers est un processus qui risque de s'accentuer dans les années qui arrivent. Et donc, ce que disait Manuel tout à l'heure, c'est qu'une étude du SDES, du service statistique du ministère du Logement, appelait à construire 1,5 million de logements d'ici 2030, notamment pour résorber la crise du mal logement, puis prendre en compte la question de l'augmentation de la démographie. Et c'est ce que nous appelons de notre vœu. Voilà. Merci à tous les deux pour cette présentation très complète et claire. Une petite question. Tout d'abord, Manuel, tu l'évoquais en début de présentation, tu parlais des textes qui influent sur les politiques de logement actuellement. Vous, à la Fondation, quelle campagne vous menez, que ce soit dans le champ politique, mais ailleurs, pour pouvoir lutter contre ces phénomènes qui sont assez affreux? Bah effectivement, il y a beaucoup de textes qui peuvent essayer de résorber cette pénurie de logements. Évidemment, il n'y a pas de formule magique, donc il n'y a pas une mesure qui résoudrait tout. On pense quand même sur la question la plus grave des personnes à la rue. Il y a plusieurs leviers qui existent hein, pour les aider à accéder à un logement. Déjà, c'est de produire des logements très sociaux, qui soient vraiment ciblés sur ce qu'on appelle les PLAI, y compris avec des baisses de loyer, même pour ces logements très sociaux qui sont parfois trop chers pour des personnes qui sont aux minima sociaux. Donc, il faut baisser ces loyers, il faut des APL, des aides au logement plus importantes pour ces personnes-là. Il faut également des minima sociaux qui soient à un niveau plus important et ouverts aux jeunes de moins de 25 ans, parce qu'on voit bien que si vous avez 600 € par mois, c'est quand même très difficile de payer même un logement pas cher.
Et quand vous avez 0 euros, bah, vous n'avez aucune chance d'accéder à un logement. Et donc, vous êtes condamné à l'hébergement chez un tiers ou l'hébergement d'urgence. Et puis après, il y a une mesure qui ne coûte rien pour le coup, c'est de régulariser davantage les personnes qui sont notamment dans l'hébergement d'urgence et qui y restent pendant des années faute de papier. Et donc, c'est avoir une politique plus souple d'accès à l'admission exceptionnelle au séjour. Et puis enfin réparer cet accès au guichet des préfectures qui est complètement défaillant et qui donc prive parfois de renouvellement de titre de séjour des personnes qui y sont pourtant totalement éligibles. Une autre question qui demande si vous avez pu faire le parallèle avec d'autres pays européens. Est-ce qu'on sait à quel point ce qu'on vient en France, c'est partagé par ailleurs? Alors oui, on a un rapport sur le mal logement en Europe chaque année, depuis plus de 10 ans maintenant, avec la FEANTSA, la Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les sans-abri. Et alors, ce qui se passe en France, hein, d'aggravation du mal logement, c'est pas isolé, parce que on voit bien que les facteurs de paupérisation, de montée des inégalités, de financiarisation du logement et de précarisation des personnes exilées se retrouvent dans les autres pays européens et même du monde. Après, il y a des pays qui ont des situations voisines des nôtres, notamment le Royaume-Uni, qui est marqué par tous ces phénomènes, mais aussi par une centralisation autour de Londres, comme la France avec Paris. Et ça, c'est plutôt un facteur pénalisant, hein, parce que c'est très compliqué de répondre aux besoins en logement quand dans votre capitale, il y a 20% de la population, parce qu'il y a une tension très forte, alors que des pays comme l'Allemagne ont un aménagement du territoire beaucoup plus équilibré. Et au final, ça évite de mettre l'attention sur seulement deux ou trois métropoles. Donc voilà, mais après, les autres pays sont tout à fait touchés. Après, il y a un autre facteur qui est quand même différent selon les pays, c'est la démographie. Et on sait que c'est quand même un des facteurs sous-jacents très importants des prix du logement, tout simplement. Parce que c'est l'offre et la demande, hein. Et cette démographie, elle est forte en France encore, en comparaison. Elle est forte aussi en Angleterre et beaucoup moins dans des pays comme l'Italie, l'Allemagne ou l'Espagne, où là, alors ça pose d'autres problèmes, mais en termes d'accès au logement, c'est plus facile, évidemment. Quand il y a une population déclinante, en termes de tension sur les prix, c'est beaucoup plus facile à gérer. Et Europe de l'Est également, il y a vraiment une perte des habitants, et donc ça les aide dans la lutte contre le mal logement. Merci. Une autre question sur... on sait que le logement, c'est le premier poste de dépense des ménages. Tu parlais tout à l'heure de l'encadrement des loyers. À l'approche des municipales, qu'est-ce que les collectivités peuvent faire pour localement adapter leur offre de logement et en tout cas pallier à cette situation? Et oui, alors il y a tout un chapitre hein, dans le rapport mal logement sur les municipales. En 8 parties, on essaie de montrer aux futurs élus comment agir, les outils qui existent. Là aussi, il y a rien de magique, évidemment. Mais on montre notamment comment des communes, y compris quand elles sont en retard sur la loi SRU, qui impose donc 20 ou 25% de logements sociaux, peuvent mobiliser tous les outils à leur disposition pour rattraper leur retard progressivement. Ça prend du temps, mais si tous les outils sont alignés, si on a des PLU, des plans locaux d'urbanisme, qui imposent une part de logement social dans chaque opération, qui imposent d'avoir du logement dans certains emplacements et pas de faire des bureaux, des patinoires, des je sais pas quoi, on voit qu'il y a quand même des emplacements, il y a des opportunités foncières, à condition de les mobiliser avec un établissement public foncier, à condition de mettre des moyens financiers quand même pour aider les bailleurs sociaux à s'implanter et à équilibrer leurs opérations. On peut arriver à faire du logement social, même dans des villes qui sont pas des villes à très grande échelle, hein. On a plein d'exemples à Bois-Guillaume, dans l'agglomération de Rouen, par exemple, qui rattrape son retard. À Carpentras, ils rattrapent leur retard HLM sans faire de ce qu'on appelle des PLS, des logements pas très sociaux, mais en faisant des vrais logements sociaux. Donc c'est possible, c'est des choix politiques et d'autres, à l'inverse, ne le font pas du tout, hein. Antibes, Toulon, Nice, Boulogne-Billancourt, Houille, Saint-Maur-des-Fossés. Donc voilà, on voit que là, il y a des marges de manœuvre politiques. Puis après, sur la question du logement privé, il y a la question de l'encadrement des loyers qui permet très rapidement de modérer les niveaux de loyer. Là aussi, c'est pas une baguette magique, ça ne fait pas baisser les loyers massivement, mais enfin, ça permet d'éviter les abus à condition de décider de le mettre en place. Et ça, c'est une décision souveraine des intercommunalités. Et puis à condition que la loi le permette après novembre 2026. Une personne qui demande, il y a cette idée de pouvoir utiliser les bureaux vacants pour pouvoir héberger des personnes. Euh,
comment est-ce que l'État il pourrait, enfin déjà, est-ce que c'est une bonne idée de procéder ainsi? Parce que j'imagine qu'il y a aussi une dimension que c'est forcément temporaire. Quelle est la position de la Fondation sur cette idée? Et par ailleurs, qu'est-ce que l'État peut faire potentiellement pour encourager ou pas cette pratique? Edgar, ouais. Oui, oui, oui. Il y a un très bon livre de Marine Duros qui s'appelle L'immobilier hors sol qui a parlé de ça justement sur sur la financiarisation des promoteurs immobiliers et tout autour qui tourne autour des bureaux et des mètres carrés vacants en Île-de-France. Et donc à peu près il y a entre 5 et 6 millions de mètres carrés vacants. Et la fondation, ce qu'on essaye de porter, c'est justement de dire que ça peut être une solution, pourquoi pas, mais que attention, c'est pas une solution miracle, il faut pas forcément prôner ça, parce que les bureaux sont souvent construits le long des périphériques, tout ce qui peut être, enfin, personne n'a forcément envie d'aller vivre là-bas. Ça peut être ça peut être enfin, et surtout les bureaux ne sont pas construits comme de l'habitation, donc faut faire attention, quoi. Voilà. Ça peut être une bonne idée, mais voilà. Oui, et c'est vrai que c'est plus facile de reconvertir en logement des bureaux qui auparavant étaient eux-mêmes des logements, parce que notamment dans l'haussmannien, bah, à la base c'était des logements. Après, ça peut être très cher hein, de reconvertir des bureaux en logements, donc ça peut être très compliqué. La mesure la plus structurelle pour ça, quand on a constaté, comme l'a dit Edgar, une surproduction de bureaux qui en grande partie sont vacants, c'est d'arrêter de faire des bureaux dans les zones où il y en a déjà trop, plutôt que de s'amuser dans 20 ans à les reconvertir en logement où en fait on aura perdu beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Or, il y a encore plein de projets de bureaux en Île-de-France qui se font. Il y a des bulles de bureaux dans d'autres agglomérations. Donc, il faut donner la priorité au logement. C'est aussi lié aux évolutions des occupations de bureaux au travail. Hein. Il y a moins besoin de mètres carrés de bureaux. Par contre, des mètres carrés de logement, ça, il y en a vraiment besoin. Et là, les élus locaux ont vraiment la main dessus. Hein. C'est eux qui décident dans le PLU si c'est des zones pour du logement ou pour du bureau. Donc, c'est à eux de choisir. Un des problèmes, c'est que la décision, elle est très éclatée entre tous les maires. Par exemple, en Île-de-France, il y a 1200 maires. Si c'est chaque maire qui décide, il peut avoir un intérêt un peu égoïste d'attirer des bureaux, parce que ça peut être des emplois, parce que c'est des recettes fiscales, et de laisser les logements pour les maires d'à côté, parce que c'est des charges, etc. Et ça, il faut des décisions à la bonne échelle, à l'échelle de l'agglomération, justement pour éviter ce genre de jeux un peu idiots où chacun attire ce qui l'intéresse et repousse vers les autres les charges plus importantes. Donc, mais en tout cas, la surproduction de bureaux, elle est évidente. Il y a parfois des solutions un peu d'urgence hein, de réquisition des bureaux. Ça, évidemment, il vaut mieux être dans un bureau vacant, y compris quand c'est pas aménageable vraiment en logement, que d'être à la rue. Mais on est là sur du pis-aller qui peut être utile à un moment en urgence. Mais c'est pas les gens ont besoin de logement, quoi, pas d'être dans des couloirs de bureaux. Il y a des solutions parfois un peu humanitaires, ce qu'on appelle les bureaux du cœur, de dire on va ouvrir les bureaux la nuit pour quand ils sont pas utilisés pour des personnes sans abri. Bon, pourquoi pas, mais c'est pas du tout une solution à la bonne échelle et les personnes ont besoin d'un endroit où habiter jour et nuit et puis d'un endroit qui soit un logement et pas juste entre, entre deux ordinateurs à devoir partir le matin quand les travailleurs reviennent, quoi. Merci. Une dernière question en lien sur la question des Airbnb qui revient fréquemment dans le débat public. Où en est-on de l'encadrement de ce type de location? Est-ce que vous pouvez rapidement resituer le débat autour des Airbnb? Et voilà. Oui, bah alors c'est un des débats qui a pas mal avancé ces dernières années parce que bah, le problème s'est aggravé. Le Airbnb a cannibalisé et puis les locations meublées touristiques saisonnières ont cannibalisé beaucoup de logements qui auraient dû être des résidences principales. Et donc, ça a des effets très négatifs. Ce qui est bien, c'est que ça a été constaté un peu partout et donc des élus de tous bords à l'échelle locale et nationale ont décidé de réagir. Heureusement, depuis la loi Echaniz-Lemeurd, il y a un an et demi, on a désormais des outils plus forts, plus sécurisés pour imposer localement, mais c'est les maires qui décident, hein, mais c'est normal, c'est parce que c'est très différent selon les localités. Ils peuvent décider d'interdire les nouveaux meublés touristiques ou alors il faut faire des compensations très compliquées. C'est-à-dire si vous êtes un particulier, vous voulez mettre en location un meublé touristique, vous devez, supplémentaire, hein, vous devez mettre à disposition
un ou deux nouveaux logements loués à l'année. Donc c'est très compliqué. Et donc ça gèle un peu les nouveaux meublés, par exemple à Paris. Donc ça c'est bien. Et puis après, même on peut aller plus loin. Il y a désormais des solutions de quotas de résidences principales à respecter et donc un nombre de résidences secondaires à ne pas dépasser. Et même des servitudes de résidences principales où dans des quartiers, il peut y avoir que des résidences principales dans les nouveaux logements. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation très éclairante. Encore une fois, on vous transmettra à tous le lien du replay qui sera aussi accessible sur notre site. Et on vous retrouve très prochainement pour un nouveau webinaire. Voilà, bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.